Le châtiment de ma belle-sœur. Je n'avais jamais cru au châtiment ni au karma. Ces idées me paraissaient abstraites, presque irréelles, des concepts lointains, réservés à des récits mythologiques ou à des contes. Pourtant, un jour, tout a changé. J'ai vu ma belle-sœur payer le prix de ses mauvaises actions, et ce moment, ce bouleversement, m'a frappé de plein fouet. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas seulement de la surprise, mais aussi une forme de justice étrange et implacable. Était-ce le retour du bâton, cette force invisible qui nous rattrape toujours à un moment ou à un autre? Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas simplement une histoire, c'est le récit de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Une femme confrontée aux conséquences inéluctables de son passé, une leçon de vie que l'on n'oublie jamais. Je m'appelle Hélène, et dans notre famille, je suis la petite dernière avec 2 frères aînés. Notre histoire a pris un tournant le jour où nous avons rencontré Vanessa, ma future belle-sœur. C'était lors de l'une de ces soirées où les rires et les discussions remplissaient l'air, et Vanessa était toujours là, au centre de l'action. Elle aidait avec enthousiasme à organiser, à servir, à faire en sorte que tout soit parfait. Sa bienveillance semblait sans limite, et sa présence illuminait chaque moment. Ma mère ne tarissait pas d'éloges à son sujet. Elle disait souvent « Vanessa est une fille en or, douce, généreuse, toujours prête à donner de sa personne. » Dans ses yeux, Vanessa incarnait la belle fille idéale. À cette époque, mon frère aîné Lilian avait 29 ans et venait de se séparer de sa petite amie. Lors d'une soirée, mes parents ont décidé de les présenter. Ce fut comme si le destin avait orchestré cette rencontre. Lilian n'a pas tardé à tomber sous le charme de Vanessa. Et quelques mois plus tard, il a fait le grand saut. Il lui a demandé sa main. Mes parents étaient aux anges. Vanessa incarnait tout ce qu'ils espéraient pour lui. Et cette union promettait de réunir nos 2 familles dans un bonheur simple et sincère. Après leur mariage, Vanessa est venue vivre chez nous et la maison a doucement changé de rythme. Mon 2e frère, Alex, vivait déjà dans une autre ville avec sa petite amie. Et moi, absorbé par mes études universitaires, ne rentrais que le week-end. Mes premières impressions de Vanessa étaient pleines de douceur. Je la trouvais sincèrement gentille et attentionnée, toujours prête à tendre la main. Ma mère, un jour, m'a confié avec une émotion palpable combien elle se sentait apaisée avec Vanessa à ses côtés. Elle disait souvent qu'elle voyait en elle bien plus qu'une belle fille, une véritable alliée pour les jours à venir. Vanessa prenait soin de mes parents avec une dévotion remarquable, veillant à ce qu'ils ne se fatiguent pas, insistant pour qu'ils se reposent et restent en bonne santé. Voir mes parents si heureux me réchauffait le cœur. J'étais reconnaissante que tout se passe bien avec elle. Lorsque leur premier enfant est né, Vanessa et Lilian ont décidé de déménager dans une maison pour construire leur propre nid familial. Mes parents leur rendaient souvent visite, car Lilian et Vanessa leur manquaient énormément. Puis, peu de temps après, Alex s'est marié à son tour, ajoutant une nouvelle joie à notre famille. Mais cette joie a été brusquement brisée par une tragédie. Mon père est tombé gravement malade, et le diagnostic est arrivé trop tard. Nous l'avons perdu, et ce fut un coup dur pour nous tous. La maison a semblé se vider de sa chaleur ce jour-là. Ma mère, surtout, était bouleversée. Se retrouvant seule, à 65 ans, elle semblait perdue, et cela me serrait le cœur, d'autant plus que je m'apprêtais à quitter la maison pour m'installer avec mon petit ami. Après les funérailles, nous avons organisé une réunion de famille pour décider de l'avenir de notre mère. Aucun de nous ne voulait la laisser seule. C'est alors qu'elle a exprimé son souhait d'aller vivre avec Lilian et Vanessa, expliquant qu'elle s'y sentait bien, surtout avec l'habitude qu'elle avait pris de garder ses petits-enfants. Vanessa, avec un sourire chaleureux et une voix douce, a répondu « Belle maman, je suis si heureuse que tu veuilles venir vivre avec nous. Je te promets que je m'occuperai bien de toi pour que tu ne te sentes jamais seule. » Voir ma mère sourire à ces mots a apaisé mes inquiétudes. Elle semblait réellement heureuse et rassurée. Après avoir renvoyé son logement, elle a rassemblé ses affaires et a commencé une nouvelle vie chez Lilian et Vanessa. À ce moment-là, je croyais sincèrement que tout allait pour le mieux. Lilian et Vanessa ont décidé de s'arrêter à 4 enfants,
un nombre qui représentait pour eux l'équilibre parfait. Leur maison débordait de vie et de rire, et au cœur de cette effervescence, il y avait ma mère. Elle prenait soin de ses petits-enfants avec une patience et un amour infini, tout en étant pleinement consciente de la générosité de Lilian et Vanessa, qui l'hébergeaient gratuitement. Pour exprimer sa gratitude, elle s'investissait sans compter. Elle faisait le ménage, préparait les repas et veillait à ce que tout soit prêt quand Lilian et Vanessa rentraient du travail. Ma mère s'était presque transformée en l'âme de cette maison, orchestrant la vie quotidienne avec une dévotion discrète. Durant 6 longues années, pas une seule plainte ne franchit ses lèvres. Même lorsque la fatigue se faisait sentir, elle gardait ce sourire rassurant qui reflétait son bonheur d'être entourée de sa famille. Lorsqu'elle croisait des connaissances, elle ne manquait jamais de vanter Vanessa. Elle la décrivait comme une belle fille parfaite, généreuse et attentive. Il y avait une sincérité dans ses paroles, une véritable fierté à raconter combien elle se sentait bien avec eux. À travers ces récits, on sentait que pour elle, tout cela n'était pas un sacrifice, mais une manière d'exprimer l'amour et la reconnaissance qu'elle portait à Lilian et à Vanessa. Puis est venu le moment où la santé de ma mère a commencé à vaciller. Sa vue déclinait peu à peu, rendant les gestes du quotidien plus difficiles. Elle tombait souvent malade, et ses forces semblaient l'abandonner petit à petit. Elle peinait à assumer les tâches qu'elle avait toujours effectuées avec tant de dévouement. Pourtant, elle ne se plaignait jamais, si bien que personne ne réalisait ce qui se passait chez Vanessa et Lilian. Parfois, elle venait me rendre visite, ses paroles me troublaient. Il lui arrivait de dire des choses étranges, presque voilées de tristesse, comme si un poids pesait sur elle. Je la sentais différente, moins lumineuse, moins en paix. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle évitait mes questions, me répondant avec un sourire doux, mais lointain. « Oh, c'est la vieillesse, tu sais. On devient nostalgique avec le temps. » Son regard me disait pourtant autre chose, une solitude que je ne comprenais pas encore. Convaincue qu'elle minimisait simplement les aléas de l'âge, je n'ai pas cherché à creuser davantage. Un soir, vers 21h, ma mère est arrivée chez nous à l'improviste, en taxi. Dès que je l'ai vue, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ses yeux rougis et son visage fermé trahissaient des larmes récentes. Mon cœur s'est serré. Inquiète, je lui ai demandé ce qui se passait, mais elle a refusé de me répondre. Elle semblait vouloir tout enfuir au plus profond d'elle-même. Je ne l'avais jamais vue aussi bouleversée depuis la mort de mon père, ce qui n'a fait qu'accroître mon inquiétude. J'ai insisté, lui demandant si quelque chose s'était passé chez Lilian et Vanessa, mais elle s'est contentée de murmurer que mon père lui manquait, qu'elle repensait souvent à l'époque où nous vivions tous ensemble sous le même toit. Cette nuit-là, ma mère est restée chez nous, enveloppée dans un silence lourd et pesant. Mais au petit matin, vers 5h, un bruit de vaisselle m'a tiré de mon sommeil. Intriguée, je me suis levée et l'ai trouvée dans ma cuisine, occupée à préparer quelque chose. Elle semblait surprise de me voir, et légèrement gênée, elle m'a avoué qu'elle avait faim, raison pour laquelle elle s'était levée si tôt. Touchée, je me suis mise à l'aider à préparer un petit repas. Une fois à table, elle a commencé à manger rapidement, presque avec précipitation, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Cette scène m'a bouleversée, et je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. « Maman, pourquoi as-tu si faim ?» Elle a hésité, cherchant ses mots, puis m'a finalement confié d'une voix tremblante. « Je n'ai pas dîné hier soir. Quand je suis arrivée chez toi, il était déjà tard, et je n'ai pas osé te demander à manger. Mais durant la nuit, j'avais tellement faim que je n'arrivais pas à dormir. Alors je me suis levée pour cuisiner quelque chose. » Ces paroles m'ont serré le cœur. Je lui ai répondu doucement, en retenant mes larmes. « Mais maman, tu aurais dû me le dire. Je t'aurais préparé quelque chose hier soir. Mais dis-moi, pourquoi n'as-tu pas mangé avant de venir chez moi? Est-ce que quelque chose s'est passé avec Vanessa ?» À ma question, son visage s'est fermé. Elle semblait si mal à l'aise, presque honteuse. Puis, elle a murmuré, évitant mon regard. « Tout va bien avec Vanessa. C'est juste moi. Tu sais, je vieillis. Je n'ai plus toute ma tête. Je n'arrive plus à penser comme avant, c'est tout. » Ces mots me laissèrent un goût amer.
Je savais qu'elle minimisait quelque chose, qu'elle portait un poids qu'elle n'osait pas partager. Ce moment, pourtant simple, résonnait comme un appel à l'aide voilée, et je sentais que la vérité se trouvait bien au-delà de ce qu'elle laissait entendre. Après son repas, elle m'a demandé de la reconduire chez Lilian. À mon retour, mon mari m'a pris doucement la main et m'a dit « Chérie, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas dans ses habitudes de venir chez nous en pleurant comme ça. Tu devrais essayer de la faire parler. » Ces mots m'ont hanté. Il avait raison. Ce n'était pas un simple chagrin de nostalgie. Quelque chose pesait sur elle, et je me devais de découvrir ce que c'était. J'ai alors appelé mon frère Lilian pour demander si tout se passait bien pour maman chez lui. Il me répondait avec un ton rassurant. « Mais oui, tout va bien. Tu sais, parfois, elle est un peu nostalgique, mais c'est normal à son âge. Rien d'inquiétant. » Ces paroles semblaient sincères, mais elles ne parvenaient pas à apaiser l'inquiétude qui me rongeait. Mon cœur de fille refusait de croire que cette nostalgie était tout ce qu'elle ressentait. Mais face à son assurance, je me suis souvent dit que je me faisais peut-être des idées, tout en me demandant si au fond, il voyait vraiment ce que maman vivait au quotidien. Les jours suivants, j'ai redoublé d'efforts pour gagner la confiance de ma mère. Je l'appelais presque tous les soirs, trouvant toujours un prétexte pour entendre sa voix. Parfois, je passais la chercher pour qu'elle passe un moment à la maison, loin de son quotidien. Je voulais qu'elle sente qu'elle pouvait tout me dire. Un jour, alors que j'étais seule avec ma mère, je lui ai pris la main et lui dis doucement « Maman, je te vois changer depuis quelques mois. Je sais que quelque chose ne va pas. Tu ne sembles pas heureuse. Je suis ta fille, maman. Tu peux tout me confier. » Elle a hésité un long moment, ses yeux fuyant les miens. Puis, d'une voix presque brisée, elle a murmuré qu'elle accepterait de parler, mais pas ici. Elle préférait un endroit en extérieur, plus neutre. Mon cœur a bondi. Je lui ai alors proposé d'aller le lendemain dans un petit café, et elle a accepté. Cette promesse d'une vraie conversation était un premier pas, et j'espérais qu'enfin elle partagerait avec moi ce qui la tourmentait. Le lendemain, j'ai pris ma mère et nous nous sommes rendus dans un petit café tranquille, à l'abri des regards. Je voyais qu'elle était nerveuse, son regard fuyant et ses mains tremblantes trahissaient une angoisse profonde. Après un moment de silence, ses yeux se sont emplis de larmes et d'une voix brisée, elle a commencé à pleurer. « Hélène, ma fille, je me sens si mal, parce que Vanessa m'a frappée et me crie dessus tous les jours. » Ces mots ont résonné en moi comme un coup de tonnerre. J'étais pétrifiée, incapable d'y croire. J'ai rétorqué. « Maman, pourquoi tu dis ça? Vanessa ne ferait jamais des choses pareilles. » Ma mère, en sanglots, a pris une profonde inspiration avant de poursuivre. « Tu ne sais pas tout, ma fille. Depuis que ma vue a commencé à baisser, je n'arrive plus à cuisiner. Alors, quand j'ai faim et que je demande à Vanessa de me préparer quelque chose, elle me crie dessus. Elle me dit qu'une vieille comme moi ne devrait pas manger autant, parce qu'elle ne veut pas que j'aille trop souvent aux toilettes à cause des odeurs qu'elle ne supporte pas. » Je sentais la colère monter en moi, mais ma mère continua, la voix tremblante. « Quand je lui dis que je n'y peux rien, que j'ai vraiment faim, elle me frappe les mains avec une tapette. Elle me dit que je suis paresseuse, que je ne fais rien de mes journées à part me promener. Je lui ai expliqué que je ne pouvais plus faire le ménage ni cuisiner comme avant, parce que je ne vois plus très bien et que je me sens parfois trop faible. Mais elle ne veut rien entendre. Elle continue de me crier dessus et elle refuse de me préparer quoi que ce soit à manger. » Ma mère marqua une pause, son visage ravagé par les larmes, puis ajouta. « Alors, je fais de mon mieux pour me cuisiner quelque chose. Mais quand mon plat est raté à cause de ma vue, elle me menace. Elle me dit que si je ne finis pas ce que j'ai préparé, elle m'obligera à tout avaler. Elle m'a aussi dit de ne rien dire à Lilian, sinon elle me le ferait payer. Chaque fois que je venais te voir, j'hésitais à te parler de tout ça, parce que j'avais peur de ce qu'elle pourrait me faire. » J'étais bouleversée.
La colère et l'incompréhension bouillonnaient en moi. Comment Vanessa, cette femme que nous avions tous accueillie avec tant de confiance et d'amour, pouvait-elle se comporter ainsi avec ma mère? Ma mère, les yeux suppliants, m'a attrapé la main. S'il te plaît, Hélène, ne fais rien. Promets-moi de ne pas intervenir. Je voulais hurler, agir, confronter Vanessa sur le champ. Mais en voyant la peur dans les yeux de ma mère, je me suis retenue. Je lui ai répondu avec fermeté. Très bien, maman. Je ne ferai rien pour le moment. Mais tu dois me promettre quelque chose. Si jamais Vanessa te fait encore du mal, tu me le diras immédiatement. Elle a hoché la tête et murmuré qu'elle me promettait. Mais en moi, la colère grondait. Je savais qu'il serait impossible de rester passive face à une telle injustice. Dans les jours qui suivirent, ma mère m'appelait souvent, sa voix empreinte de tristesse, pour me confier les humiliations qu'elle subissait. Vanessa, de plus en plus directe, cherchait à la faire partir de chez eux. Elle lui avait ordonné à plusieurs reprises de quitter la maison. Des mots cruels qui brisaient un peu plus le cœur de ma mère à chaque fois. En entendant cela, ma patience s'est envolée. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Un soir, le téléphone à la main, j'ai appelé mon frère Lilian, le cœur lourd, mais déterminé. « Lilian, papa est mort. Il ne reste que maman. Elle a décidé de vivre avec toi. Pourquoi tu ne t'occupes pas d'elle? Dis-moi, est-ce que tu aimes seulement maman? Parce qu'on dirait bien que non. Sinon, pourquoi tu laisserais Vanessa lui faire autant de mal? Pourquoi tu l'as laissé la frapper? » Ma voix tremblait sous l'effet de la colère et de la douleur. Mais Lilian, à l'autre bout du fil, répondit avec un ton incrédule. « Hélène, arrête de dire des absurdités. C'est impossible que Vanessa ait frappé maman. » Je ne comptais pas en rester là. Avec insistance, j'ai rétorqué. « Lilian, ce n'est pas une histoire inventée. Maman me l'a racontée en pleurant. Et je te préviens, si tu fermes encore les yeux sur ce que Vanessa lui fait, même si moi, je ne peux rien contre vous, le ciel, lui, finira par vous punir. » Après un long silence, Lilian a finalement murmuré d'une voix chargée de culpabilité. « Hélène, je ne savais rien de tout ça. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Je vais parler à Vanessa. » Il a tenu parole. Lilian a confronté Vanessa, mais ce qui en est sorti m'a glacé le sang. Vanessa lui a avoué qu'elle ne supportait plus la présence de notre mère. Elle lui a lancé un ultimatum cruel. Soit c'est ta mère qui s'en va, soit je demande le divorce. Lilian, pris entre deux feux, était incapable de choisir. Déchiré, il s'est muré dans le silence, paralysé par ce dilemme inhumain. Ma mère, qui avait tout entendu, a pris une décision. Refusant de créer davantage de tension dans leur foyer, elle a appelé mon autre frère, Alex, et lui a demandé s'il pouvait venir la chercher malgré la distance. Elle voulait vivre chez lui, car c'était plus grand que chez moi. Alex a accepté sans hésitation que notre mère vive chez lui. Avec sa femme, ils sont venus chercher notre mère. Je me tenais là, ce jour-là, à aider ma mère à rassembler ses affaires, le visage marqué par la résignation mais aussi un léger soulagement. Avant de partir, ma mère s'est tournée vers Vanessa, le regard empreint de douleur et de tristesse. D'une voix tremblante, mais pleine de dignité, elle lui a dit « N'oublie pas, Vanessa, que c'est moi qui me suis occupée de tes enfants depuis leur naissance. Je les ai changés, nourris, lavés. J'ai pris soin d'eux comme si c'étaient les miens. J'ai travaillé sans relâche pour maintenir ta maison propre, pour vous préparer vos repas sans jamais me plaindre. Et voilà ce que je reçois en retour, du mépris. Tu m'as profondément blessé, et sache que plus tard, tes enfants que j'ai élevés avec tout l'amour que j'avais te rendront ce que tu m'as fait. » Les mots de ma mère résonnaient comme une ultime déchirure, un cri du cœur empli de trahison et de souffrance. Il y avait dans sa voix une grande tristesse, mais aussi un peu de rancœur, le poids de l'injustice qu'elle portait. Elle n'avait jamais imaginé que malgré tout ce qu'elle avait fait pour Vanessa, elle finirait par être traitée ainsi. Lorsque Alex et sa femme l'ont emmenée, mon cœur était partagé entre la colère et la tristesse, car elle allait vivre dans une autre ville, loin de moi. Ma mère allait enfin retrouver un foyer où elle serait en sécurité, mais le prix à payer pour cela
la trahison d'un de ses enfants restait une blessure profonde que je savais qu'elle porterait longtemps en elle. Depuis qu'elle s'était installée chez mon frère Alex, ma mère avait retrouvé une forme de sérénité. Alex et sa femme s'étaient pleinement investis pour la rendre heureuse, pour qu'elle se sente aimée et en sécurité. Il suffisait de l'entendre au téléphone pour sentir la différence. Sa voix, autrefois marquée par la tristesse et la résignation, était désormais remplie de légèreté et d'épanouissement. Elle semblait apaisée, plus vivante, et cela me réchauffait le cœur. Mais, 5 ans plus tard, ma mère nous a quittés. Son départ a laissé un vide immense, un silence pesant que rien ne pouvait combler. Après ses funérailles, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire avec Vanessa. Avant la mort de ma mère, Vanessa semblait en bonne santé, mais après, elle tomba soudainement malade. Les médecins ne parvenaient à rien trouver de concret, mais Vanessa, elle, savait qu'il se passait quelque chose. Certains jours, elle semblait presque folle, perdue dans ses pensées, vomissant sans cesse et ne pouvant rien avaler. Son état ne cessait de se détériorer, et en quelques mois, elle a perdu son travail, se retrouvant avec une petite pension. Puis, le fils aîné de Vanessa, Antonin, à peine âgé de 20 ans, est tombé amoureux d'une jeune fille instable, une délinquante. Ils se sont mariés dans un tourbillon d'impulsivité et de rébellion, et sans surprise, sans stabilité, ils finirent par vivre chez Vanessa et Lilian. La relation entre Vanessa et sa belle-fille était de plus en plus explosive, un véritable tourbillon de disputes incessantes. La personnalité rebelle de la jeune femme n'avait rien en commun avec celle de Vanessa, et ces confrontations étaient particulièrement difficiles les jours où Vanessa ne se sentait pas bien. Dans ces moments-là, sa belle-fille l'enfermait dans une pièce, la traitant de folle et la laissant là, sans compassion, jusqu'à ce que Lilian rentre enfin du travail et ouvre la porte pour la libérer de cette humiliation. Un jour, dans un moment de grande détresse, Vanessa s'est tournée vers son fils Antonin, les larmes aux yeux, et lui a dit « Je suis la belle-mère de ta femme, Antonin. Pourquoi ta femme ne me respecte-t-elle pas? À chaque fois que ma maladie refait surface, elle m'enferme et me prive de nourriture. Pourquoi se comporte-t-elle ainsi avec moi ?» Ce que Vanessa ignorait, c'est que sa belle-fille, qui avait entendu toute la conversation, se manifesta alors, les bras croisés, et répondit avec une froideur glaciale. « Belle maman, pas la peine de dire des choses comme ça. J'ai entendu dire que toi-même, tu avais fait du mal à ta propre belle-mère. Ce que je te fais, c'est simplement la même chose que ce que tu lui as fait. » Vanessa, dévastée, n'en pouvait plus. Elle supplia Lilian de les mettre dehors, de chasser cette jeune femme qu'elle ne supportait plus. Mais Lilian, pris entre le poids de ses responsabilités et son amour filial, ne pouvait pas se résoudre à jeter son fils et sa belle-fille à la rue. Ce fut donc seulement de longues années plus tard que finalement Antonin et sa femme partirent vivre de leur côté, mettant fin à un cauchemar familial pour Vanessa, mais laissant derrière eux une profonde amertume. Vanessa, de plus en plus dévastée par sa maladie, se retrouvait seule, rejetée par ses gendres et ses belles-filles, et personne ne venait plus lui rendre visite. Elle avait perdu énormément de poids au fil des années, et bien qu'elle n'ait même pas encore 50 ans, elle semblait avoir pris 20 ans de plus. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs, et son visage, marqué par la souffrance, la faisait ressembler à une vieille femme de 70 ans. Un jour, alors que je rendais visite à mon frère Lilian, je suis tombée sur Vanessa. En la voyant, quelque chose en moi s'est brisé. Je lui ai demandé comment elle allait, et d'une voix étranglée par l'émotion, elle m'a répondu. « Hélène, depuis le décès de belle-maman, je la vois partout, nuit et jour. C'est comme si elle était là, tout le temps, appuyée sur mes épaules, me laissant une lourdeur insupportable. Je crois que ma maladie vient de tout le mal que je lui ai fait par le passé. Elle me hante chaque jour. S'il te plaît, Hélène, tu es sa fille. Dis à ta mère d'arrêter de me hanter. » Je l'ai regardée, bouleversée, mais j'ai tenté de lui répondre doucement. « Ta maladie ne vient peut-être pas de ça, Vanessa. » Ses yeux pleins de larmes, elle m'a supplié d'une voix désespérée. « Je t'assure que c'est ta mère, Hélène.
C'est elle qui me fait ça. Elle ne me lâchera jamais. Si elle veut que je meure, pourquoi elle ne me laisse pas mourir au lieu de me hanter toutes ces années? Je n'en peux plus. Depuis ce jour, chaque fois qu'elle me croise, elle me supplie de parler à ma mère, de lui demander d'arrêter. Lilian m'a confié qu'il avait emmené Vanessa voir des chamans et des médiums. Tous lui ont dit la même chose. C'était la conséquence de ce qu'elle avait fait à ma mère, un châtiment, une malédiction pour le mal qu'elle lui avait causé. Les mots de Vanessa résonnaient dans ma tête, un mélange de terreur et de culpabilité. Aujourd'hui, Vanessa vit toujours dans le même état, comme un zombie, errant à travers ses journées, marqué par ses propres démons et hanté par les conséquences de ses actes. En la voyant, j'ai fini par comprendre cette vérité profonde. Ce que l'on fait à autrui finit toujours par nous revenir. Peut-être que certains l'appellent le karma, une force invisible mais implacable qui nous ramène à nos erreurs d'une manière ou d'une autre. Vanessa a payé un prix terrible pour la souffrance qu'elle a infligée à ma mère, et cette vérité m'a bouleversée. On peut fuir, on peut ignorer, mais rien n'échappe à la justice de la vie. Nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, finissent par définir notre destin. La cruauté que l'on inflige aux autres peut revenir nous briser un jour, parfois de manière inattendue, parfois avec une dureté que l'on n'aurait jamais imaginée. Au fond, c'est dans la bienveillance, la compassion et le respect des autres qu'on trouve la vraie paix, et non dans la douleur qu'on inflige ou dans les mensonges qu'on cache.